Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. New York, c'est une ville iconique, une ville dans laquelle toutes les cultures, toutes les religions et toutes les générations se retrouvent toujours et interagissent au rythme soutenu de l'activité économique et culturelle. Les modes n'ont jamais su y imposer leur légèreté et les crises n'y perdurent jamais. Forte de sa vitalité, cette ville reste l'une des principales destinations internationales pour les familles fortunées et les investisseurs. Pour nous parler du marché de son immobilier haut de gamme, voici Yann Rousseau, directeur de Barnes New York. Yann Rousseau, bonjour. Sandrine, bonjour. Avant que nous n'évoquions le marché haut de gamme new-yorkais proprement dit, j'aimerais qu'on puisse, grâce à vous, établir le portrait robot du bien immobilier haut de gamme à New York. Quels sont les critères du bien immobilier haut de gamme dans cette ville icône et qui fait rêver tant de monde ? Je dirais qu'il y a deux types de biens haut de gamme à New York. Il y a la maison de ville, ce qu'on appelle donc la townhouse ou la brownstone ou la row house. Il y a différents termes qui sont utilisés, donc qui sont des maisons de ville mitoyennes en général de 3 voire 4 étages avec un petit peu de jardin derrière, qui sont principalement situées dans des quartiers tels Upper East Side ou Greenwich Village ou après sur Brooklyn. Oui. Donc ça, ce sont des biens qui sont très haut de gamme et qui est un petit peu la seule possibilité à New York City, du moins à Manhattan, pour être dans une maison individuelle sans être en copropriété. Mm-hmm. Et après, les autres biens haut de gamme, ce sont donc les penthouses, notamment donc les derniers étages dans des condominiums, des copropriétés de grand luxe, c'est-à-dire pas nécessairement condominiums, mais aussi des coopératives. Oui. Qui sont en général avec des grandes vues très dégagées dans des immeubles avec service. Oui, les services d'ailleurs, c'est l'élément différenciant par exemple par rapport à un bien immobilier haut de gamme parisien. Oui, absolument. Les grands, du moins les appartements qui sont les plus valorisés ou les tours d'immeubles, enfin les immeubles qui sont les plus valorisés, ont en général une multitude de services. Alors après, quand ce sont des immeubles qui sont plus anciens, il y a du service, il y a du personnel, il n'y a pas forcément après de service au sein du bâtiment, simplement parce que le bâtiment a été créé à l'origine, il n'y avait pas la place pour mettre ce qu'on met maintenant, à savoir des salles de sport, des piscines, des spas, ce genre de choses. Mais au minimum, il y a du moins une très grande quantité de personnel. Après, pour les programmes qui sont plus récents, les tours qui sont plus récentes, effectivement, là, il y a plusieurs étages de parties communes qui sont réservés à des services, donc telles salles de sport, par ailleurs, des salons de réception, des bibliothèques, des espaces communs, des terrasses, des rooftops. Quels sont les quartiers phares pour cet immobilier en ce moment et est-ce qu'il y a eu une évolution de ces quartiers justement ? Sur les dernières années, disons que c'est assez constant. Historiquement, en fait, si vous voulez, les quartiers les plus luxueux, c'était plutôt Upper East Side et ce qu'on appelle Midtown. Alors, Midtown, c'est une dynamique qui est plus récente avec la rangée des milliardaires qui s'est en fait inscrite sur la 57e rue. Donc ça, c'est un effort qui est plus récent, qui date d'environ une dizaine d'années. Maintenant, il y a toute une série de programmes neufs très luxueux qui sont sortis un peu ex nihilo de terre à Hudson Yards. Donc ça, c'est un quartier qui est tout neuf et qui est maintenant très valorisé. Mais après, les quartiers qui sont les plus en vogue actuellement, qui le sont depuis une certaine nombre d'années, c'est donc plus vers le sud de Manhattan, donc Tribeca. Oui. Tribeca, Soho, Greenwich Village. Oui. Et après, dans une moindre mesure, le quartier de Dumbo à Brooklyn. Oui, en fait, ce sont des quartiers qui sont déjà iconiques depuis de très nombreuses années. Oui. Ils sont déjà, effectivement, parce qu'en fait, si vous voulez, ce sont des quartiers où il y a moins de densité. Ces quartiers qui sont plus, entre guillemets, de taille village, enfin, avec une ambiance de village et qui finalement valorisent beaucoup les biens. Même si nécessairement les immeubles les plus luxueux sont sur la 57e rue ou du moins à proximité, proche de la partie sud de Central Park. Donc cette partie de Midtown, c'est en valorisation pure d'appartements, peut être très importante. De la même manière que beaucoup de biens qui sont eux anciens dans des copropriétés plus anciennes, sur la 5e ou Madison ou jusque même à l'Ex du côté Upper East Side, restent aussi très valorisés. Et après, dans une moindre mesure, Upper West Side de l'autre côté du parc. Et puis aussi, si je me souviens bien, c'est un immobilier très particulier. Bien sûr, on pense au loft, donc avec de très grands espaces, de très hauts plafonds, et un passage de l'industriel au résidentiel qui a beaucoup plu à un certain moment. Est-ce que c'est encore comme ça ? Oui, ça là, effectivement, sont
beaucoup d'appartements avec énormément de volume qui ont après été reconvertis, donc Oui. après la distribution interne. Soit c'est resté en loft très ouvert, très moderne, soit tout simplement ça a été converti en appartement de 2-3 chambres. Et c'est typiquement le genre de bien qu'on trouve sur Tribeca et sur Soho, avec ces immeubles, immeubles assez iconiques qui peuvent être du début du XXe siècle, avec les escaliers en extérieur, comme on voit souvent dans les films ou dans les images très connues de New York. Oui. J'aimerais aussi qu'on parle des proches banlieues. Je pense à Long Island, à New Jersey, au Connecticut, parce que New York, ce n'est pas que Manhattan au fond. Ces proches banlieues, ce sont des endroits où on a pu se réfugier pendant la pandémie. Ils ont aussi toujours été cotés. Est-ce qu'ils voient maintenant leurs clients fortunés ou les investisseurs repartir, rester, faire autrement? Qu'en est-il dans ces lieux-là? Il y a eu pendant la pandémie une surchauffe très localisée de ces marchés-là. Oui. En faisant le parallèle inverse de Manhattan qui a vraiment ralenti pendant l'année 2020. Donc ces quartiers, ces banlieues UP périphériques à vraiment à courte distance de Manhattan ont vraiment surchauffé avec énormément de transactions. Donc effectivement, c'est New-Yorkais qui allaient s'installer pas très très loin. Donc on parle de Long Island dans une certaine mesure, le comté de Westchester qui est le comté vraiment tout de suite au nord de New York après le Bronx, Oui. ce qui a été très demandé. Le comté de Dutchess également, et après juste derrière effectivement le Connecticut avec le comté de Fairfield, là où est Greenwich, tout simplement parce qu'on est à 40-45 minutes en train direct de Manhattan. Et côté ouest, en passant le Sun River, le New Jersey, donc les parties les plus proches de Manhattan sur le New Jersey. Ce sont toujours des zones qui ont été en fait demandées par beaucoup de familles, et c'est en fait les zones les plus proches pour avoir cette fois-ci la maison individuelle avec le bout de jardin, pour pouvoir avoir une voiture, avoir des animaux, enfin un petit peu le rêve américain. Mm. C'est les zones les plus proches pour se faire. Aujourd'hui, maintenant, on est revenu sur ces marchés à un comportement historique, donc très saisonnier, c'est-à-dire avec une accélération du marché pendant l'été, Oui. et après un fort ralentissement le reste de l'année parce que c'est souvent aligné sur les cycles scolaires. Revenons à Manhattan. On peut parler maintenant des prix. Quel est l'état du marché de l'existant haut de gamme à New York, les prix au mètre carré? Alors l'état du marché actuellement, pour donner un ordre d'idée assez général, on a eu donc une très forte activité en sortant de pandémie, comme un rattrapage en fait de l'année 2020 qui n'a pas vraiment eu lieu. Donc 2021 a été très actif et 2022 de la même manière jusqu'à l'été. Et depuis l'été, maintenant, on constate un ralentissement qui n'est pas un ralentissement en termes de prix, mais plus un ralentissement en termes d'activité. Mmh. Avec finalement peu de biens sur le marché et peu de transactions réalisées. Bon, disons que les vendeurs sont un petit peu dans une période d'attente, et les acheteurs également pour diverses raisons. Il y a un ralentissement assez marqué de l'économie américaine. Oui. Et donc avec une très forte chute des marchés, donc ce qui rend l'argent disponible pour beaucoup d'acquéreurs il a vu fondre de plusieurs dizaines de pourcents sur les derniers mois, et les entreprises de la même manière qui s'attendent à une récession aussi prennent des mesures assez conservatrices vis-à-vis de leurs employés. En parallèle, il y a une augmentation forte des taux d'intérêt. Donc pour toutes les personnes qui achetaient financés, parce qu'il y a New York qui n'est pas nécessairement trop la norme, surtout sur les biens d'un grand luxe. Mais il n'empêche qu'il y a eu beaucoup moins d'acheteurs, des acheteurs qui se sont moins positionnés sur l'acquisition du fait de cette augmentation des taux. Et après, le renforcement du dollar, ce qui a aussi limité l'investissement étranger, parce que notamment par rapport à l'euro, où finalement le pouvoir d'achat de nos investisseurs nous francophones à New York, ça s'est vu considérablement réduit du renforcement du dollar. Alors après, ceci étant, comme je disais, c'est pas parce qu'on a un ralentissement de l'activité qu'on a un ralentissement des prix. Il n'y a pas de baisse des prix, c'est juste qu'on a une marge de négociation actuellement qui est un petit peu plus forte qu'à l'accoutumée. Oui. On est sur des marges de négociation actuellement dans l'ancien qui peuvent aller de 5 à 10%. Et sur le programme neuf, on peut aller au-delà de 10%, 10, 15 par endroit. Donc il y a une vraie fenêtre d'opportunité pour les acquéreurs actuellement à New York, que ce soit dans l'ancien, mais surtout sur les programmes neufs. Oui, il y a vraiment un effet morosité sur le marché de l'immobilier neuf, notamment, vous le dites, à New York. Est-ce que vous pourriez nous parler des opportunités d'investissement en me donnant des exemples? Alors sur les programmes neufs, disons l'ordre global de budgétaire, c'est que ça coûte aux environs de $2000 du pied carré, ce qui veut dire environ 20 000 euros du mètre carré actuellement. Donc c'est à peu près la gamme budgétaire sur laquelle, pour un programme neuf qui est bien conçu, il faut se positionner. Ils sont répartis un petit peu partout sur l'île, même s'ils sont quand même sur
souvent sur les quartiers qui sont les plus demandés. Donc on va avoir effectivement des programmes neufs intéressants sur Hudson Yard, sur Upper East Side, sur Tribeca, sur Soho d'une certaine mesure, mais beaucoup sur le Lower East Side, qui est aussi très demandé actuellement, qui était un petit peu une zone qui est en train de se développer, donc avec une opportunité à terme. Et après sur Brooklyn, dans le centre de Brooklyn, également sur Dumbo et un petit peu sur Williamsburg, où il y a des programmes qui sont particulièrement intéressants. À noter que certains de ces programmes bénéficient d'une exemption de taxes foncières sur une période pouvant aller de 15 à 25 ans, où l'acquéreur ne paye pas de taxes foncières. La ville avait mis en place ces programmes sur les dernières années. C'est un programme qui était discontinué, donc qui n'est plus en place, du moins dans sa forme actuelle, et qui permettait en fait aux promoteurs d'aller développer une zone qui n'était pas encore tout à fait développée, en mettant un programme neuf, en réservant une certaine quantité sur du logement subventionné, du logement social d'une certaine mesure, mais pouvant donner par contre cet avantage de ne pas avoir de taxes foncières à l'ensemble de ces acquéreurs. Vous venez de me parler des avantages fiscaux qui sont donnés aux acquéreurs. Est-ce que l'État américain se soucie aussi de l'écologie et donne quelques avantages aux acquéreurs d'un bâtiment qui serait plus durable ? Non, et c'est vrai que on entend beaucoup parler maintenant de notre clientèle effectivement francophone qui avec les diagnostics énergétiques en France et les conséquences que ça a. C'est pas une question actuelle qui est posée, du moins sur le propriétaire individuel. Mais bon, je suis pas au fait des normes de construction de bâtiments, mais je sais que du point de vue commercial, donc sur la construction de bâtiments, il y a des normes qui sont de plus en plus exigeantes, les certifications LEED aussi sont en place, mais il n'y a pas de facilités particulières qui sont soit imposées, soit offertes aux propriétaires individuels dans le cadre de leur appartement. D'accord, il n'y a pas cet engouement comme en Europe pour la transition écologique, quelles que soient les conséquences. Non, effectivement, c'est pas le pays où c'est une question qui est en haut de l'agenda, malheureusement. Merci beaucoup. Avec plaisir.